Agréable. Bien, où en sommes-nous? La semaine dernière, j'ai essayé d'abord de souligner quelques spécificités de la pensée cosmologique qui finalement posent la question de la possibilité même d'une investigation scientifique du cosmos dans son ensemble. Donc rappelez-vous, nous faisons partie du système que nous étudions. Les conditions initiales ne sauraient être antérieures et extérieures puisqu'il n'y a rien avant et rien au-delà de l'univers. L'expérience est irreproductible. Les énergies sont plus élevées que ce qui a été testé sur Terre et nous devons en quelque sorte remonter le cours du temps. Pour toutes ces raisons, la cosmologie est une science difficile et pourtant en quelque sorte mature puisqu'elle permet maintenant des résultats qui sont bien établis non seulement du point de vue qualitatif mais aussi du point de vue quantitatif. Quel crédit leur porter? C'est pour répondre à cette question que je vous propose que nous continuions aujourd'hui, ce sera sans doute la séance la moins scientifique, si l'on peut dire, notre exploration des cosmogonies anciennes, parce que, et je le redis une dernière fois, l'enjeu qui me semble essentiel est moins l'étude historique, qui a sa légitimité bien sûr, mais qui n'est pas notre objectif ici, que la distance épistémique qui nous permet aujourd'hui de faire face à ces pensées en étant en mesure ou en position de mettre en évidence leurs failles, leurs incomplétudes, leur naïveté en quelque sorte, alors même bien sûr que nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de mettre en œuvre ce geste sur nos constructions contemporaines. Donc la question est, sommes-nous en train d'écrire un nouveau mythe? Quelles sont ces différences et quelles sont ces similitudes avec les mythes originels? Donc après un petit tour d'horizon très lacunaire bien sûr et très caricatural d'un certain nombre de représentations du monde, je crois que nous en étions arrivés à la conclusion commune qu'il y a des fondamentaux, il y a du mythe. Nous sommes l'homo mythicus, nous communions dans cette parole commune, originelle. Et ces mythes, c'est ce qui me semble intéressant, sont aussi des passeurs, voyez. Ils instaurent une sorte d'hétéronomie entre les différents champs disciplinaires. Ils créent des ponts, des liens, des passes entre ce qui sans eux demeurerait sans doute cloisonné. Ils sont des matériaux à travailler, ils ne sont jamais des données pures, voyez. Ils sont des propositions à partir desquelles vous êtes nécessairement en posture créatrice, si vous voulez les faire fonctionner. Mais en contrepoint de ces fondamentaux, il y avait des divergences. Il y avait une extraordinaire diversité de rapports au monde qui, je crois, doit nous enjoindre à beaucoup d'humilité. Toutes ces sociétés, n'oubliez pas, pardonnez-moi ce rappel un peu trivial tellement il est évident, mais quand même, gardons-le en mémoire. Nous sommes une planète, parmi certainement, supposition, des centaines de milliards d'autres dans la galaxie. Et il y a des centaines de milliards d'autres galaxies. Et sur cette planète, nous sommes une espèce vivante parmi des milliards d'autres. Et ce qu'on dit là correspond à une dimension temporelle infime de cette espèce vivante elle-même dérisoire à l'échelle du vivant sur une planète elle-même dérisoire à l'échelle de l'univers. Ça ne signifie pas que nous disons n'importe quoi. Évidemment pas. Ça ne signifie pas que tout est vrai. Ça ne signifie pas que tout se vaut. Certainement pas. Au contraire, nous sommes là ensemble et vous êtes là à l'université pour tenter cette exploration patiente d'une découverte de quelque chose qui est un peu plus que le simple reflet de vos fantasmes, de vos attentes ou de vos désirs. Ce qu'on pourrait appeler la connaissance. Mais cette quête de connaissance est aussi un rappel constant à l'humilité. Vous savez, la vérité en grec, ça pouvait se dire, c'est une distinction stoïcienne ça. Vous pouvez se dire to aletes. To aletes, c'est le vrai, l'adjectif substantivé, au sens commun, usuel. Le vrai, c'est l'adéquation entre l'énoncé et le réel. Mais la vérité, aletheia, le substantif donc, la vérité c'est autre chose. La vérité, dans la pensée grecque, c'est avant tout la mémoire, c'est une anamnèse. Vous savez, aletheia, le A est privatif, l'été c'est le fleuve. Donc aletheia, c'est la pensée qui n'est pas passée par le fleuve l'été. Et savez-vous ce qu'on faisait dans le fleuve l'été? Exactement. Les âmes qui revenaient du monde des idées
étaient en quelque sorte lavées dans le fleuve l'été et oubliaient ce qu'elles avaient vu. Donc la vérité, c'est l'aletheia, c'est le renoncement à cet oubli du ciel des idées, en l'occurrence platoniciennes. Vous voyez ? Donc il faut être très prudent avec ces choses-là, et par conséquent très rigoureux, et dans un rapport de mémosime, dans un rapport de mémoire, d'héritage, avec ce dont nous sommes aujourd'hui les dépositaires. Donc, nous avions entamé, pour finir la semaine dernière, la pensée grecque. Et ce que j'ai essayé de suggérer, là encore, de façon caricaturale, mais gardez-en quelque chose en introduction, c'est que nous sommes les héritiers de deux grands livres, de beaucoup d'autres heureusement, mais de deux grands livres fondateurs qui sont la Bible et l'Iliade. Et je les prends comme archétypes de deux modes de rapport au réel différents. La Bible est prescriptive, elle nous dit ce qu'il faut faire. À chaque situation, il y a une bonne attitude. C'est celle que nous impose Yahvé, l'Élohim, Dieu. La pensée grecque, au contraire, est une pensée de l'inconfort, de l'incertitude, de la remise en cause et de la conscience aiguë et presque tragique, traegodia, le chant du bouc juste avant la mort, conscience tragique de ce que tous les choix sont généralement mauvais. Et nous avions conclu sur ces exemples, je crois. Oreste s'interroge sur le bien fondé de la loi du talion. Sa mère a tué son père parce qu'il avait tué sa fille. Doit-il tuer sa mère? Et il rencontre Apollon, et Apollon, le dieu, le laisse libre. Il lui dit, vous avez des juges à Athènes, c'est à vous de décider de vos critères éthiques. Ça, c'est quelque chose que toute la mythologie sémitique, par exemple, nous a appris à oublier. Nous avons perdu pour le meilleur et pour le pire, c'est pas la question. Hein. On n'est pas là pour juger, jamais. Enfin, en tout cas, pas ce genre de choses. Nous avons perdu ce rapport-là à la pensée religieuse. C'est une religion non sacrée dans la pensée grecque. C'est aussi ce qu'on voit bien sûr avec le rappel du cœur, c'est H-O-E-U-R, qui vient toujours signifier au protagoniste, attention, attention, votre choix n'était pas le seul possible. C'est donc une pensée aiguë de la liberté, de la responsabilité, mais aussi de l'impuissance. De l'impuissance parce qu'il n'y a pas de choix absolument satisfaisant. Vous n'avez, si vous voulez, jamais la conscience tranquille quand vous êtes grec. Et nous sommes tous un peu grecs. Nécessairement. Nous sommes les héritiers de ce très bel inconfort de la pensée. Alors, je vous propose maintenant que nous en venions à l'archétype d'une cosmogonie grecque, celle du grand poète Hésiode. On la nomme la théogonie, donc naissance des dieux. Mais les dieux, ce sont les éléments dans la pensée grecque. Et les concepts se rejoignent. Alors, quelques mots quand même de ces poètes grecs qu'on appelle les Aèdes. A-E, accent grave, D-E. Les Aèdes ont quelque chose que, là encore, nous avons certainement oublié, à savoir d'être à la fois de grands artistes, au sens le plus dense, le plus fort, le plus intense du terme, mais aussi de chercher à plaire. Vous voyez, nous avons sans doute aujourd'hui, pour la plupart, une sorte d'image de l'artiste telle qu'on l'a poussé à l'extrême, à son paroxysme, à la Renaissance. Pour nous, l'artiste parfait, c'est Van Gogh. C'est l'artiste maudit, celui qui vécut presque sans vendre une seule de ses toiles. L'artiste grec n'est pas du tout dans ce rapport-là à la création. Certes, il est un artiste au sens le plus puissant du terme. Mais il est aussi un séducteur. Il parle pour un public. Il ne cherche pas à toucher l'en-soi du monde. C'est aussi une idée ou un être à l'univers qu'on retrouve ça chez les présocratiques. Peut-être dans une image caricaturale, vos enseignants de philosophie de terminale vous ont-ils présenté la philosophie, donc tendre vers la sagesse, comme une pensée digne qui s'opposait à la sophistique. Les philosophes s'opposent aux sophistes. C'est un peu plus subtil que ça. N'oubliez pas que les sophistes avaient aussi cette humilité, donc cette intelligence, de comprendre qu'il n'était pas possible d'accéder à la connaissance pure. Protagoras est d'ailleurs, et vous le noterez, le seul
qui ne se fait pas ridiculiser dans les dialogues platoniciens. C'est très beau, c'est très subtil, mais c'est toujours un peu agaçant les dialogues platoniciens, parce que Socrate ridiculise ses adversaires. Parfois on se dit, mais enfin quand même, on aurait pu faire mieux si on s'opposait à Socrate. Parfois Platon est un peu facile, on s'oppose quand même, on voit où Socrate veut en venir, et on pense que peut-être on aurait pu le contrer un peu mieux. Le seul qui lui tient tête, qui lui tient vraiment tête, c'est Protagoras. Et pourtant, c'est l'ennemi juré de Platon, ce qui montre l'extraordinaire probité intellectuelle de Platon, qui a compris qu'il avait ici un véritable adversaire à sa mesure. Le conseiller de Périclès, Protagoras, le grand siècle de la Grèce ancienne, de la période hellénistique. Donc, il y a, chez les sophistes, cette idée que certes, le discours est aussi une profession, mais le discours a conscience de ses limites. Quand Protagoras énonce « l'homme est la mesure de toute chose », c'est très ambivalent, voyez. On peut le comprendre en un sens extrêmement prétentieux. L'homme est la mesure de toute chose. L'univers est fait pour l'homme. Mais on peut le comprendre en un tout autre sens, qui est de dire « il est impossible de prédiquer sur l'univers sans se rapporter à la mesure humaine ». Ce qui devient très humble au contraire, c'est-à-dire la conscience de ce que je n'ai pas accès à la mesure en soi des choses. Je n'ai accès aux choses que dans la mesure de mon humanité. Vous voyez, ça change tout. Et il y a cette ambivalence-là qui est ancrée, je crois, dans la pensée sophistique. Alors, ce qui va se passer avec les poètes est un peu de cette nature. Vous voyez, les poètes vont créer, mais vont créer sous la contrainte d'un auditoire. Les grandes Dionysies d'Athènes, c'était un spectacle extraordinaire. Vous voyez. Les poètes s'affrontaient comme ça, et s'affrontaient, jugés par le public, jugés par l'assentiment du public. Ça ne s'opposait pas à la qualité du geste artistique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il faut essayer de sentir, et qui est très difficile pour nous, c'est une pensée religieuse, incontestablement religieuse. Toute chose pleine de Dieu, écrivait Thalès. Mais une religion non sacrée. Rien n'est figé dans la pensée grecque. Il n'y a pas, à la différence des grandes religions du livre, il n'y a pas de révélation. Personne ne fut damné pour avoir prétendu, comme Homère, qu'Aphrodite était fille de Zeus, ou comme Hésiode, qu'elle naquit de l'écume de Panthos. On peut s'autoriser des petites variations à partir d'un socle commun de connaissances. Si on y réfléchit une seconde, c'est exactement ce que fait le chercheur aujourd'hui. Si vous arrivez, ça arrive, j'ai des étudiants qui m'envoient des mails comme ça, en disant, vous savez, tout est faux, Einstein n'a rien compris, Schrödinger, Bohr, De Broglie, Dirac n'ont rien compris, voilà ma grande théorie qui révolutionne la physique. C'est toujours faux. Voilà. En revanche, qu'ont fait les génies, les grands révolutionnaires de la science? Ils connaissaient la science de leur temps. Ils étaient les héritiers de toutes ces connaissances accumulées par des générations antérieures. Mais ils se sont autorisés des petites subversions. Toutes les subversions ne sont pas bonnes à prendre, hélas, mais des petites subversions géniales, des infléchissements du système qui parfois ont ouvert sur des révolutions. C'est exactement ce que font les poètes grecs. Ils connaissaient la liste des Néréides et le rôle des naïades. Il n'était pas question de dire n'importe quoi. Mais on les nommait aussi les maîtres de la mosaïque. C'est très beau ça, la mosaïque. Vous voyez, les petits carreaux sont donnés, mais vous pouvez les réagencer. Vous avez une liberté qui n'est pas absolue, mais qui est presque illimitée, parce que le nombre d'agencements est considérable. C'est un peu, je crois, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Notre liberté est très contrainte parce que nous connaissons des mathématiques, parce que nous connaissons des expériences, des observations et bien évidemment de tout l'héritage physique. Mais il reste encore d'immenses libertés pour créer au cœur et sous contrôle de cette contrainte. Donc, l'enjeu, si vous voulez, c'est peut-être de chanter le monde. Les poètes grecs ont toujours un lien avec la musique. Michel Serres disait que nous sommes homo musicus. Et la métaphore musicale n'est pas vide de sens. Parce que
la musique dont il est ici question, vous voyez, on prend souvent l'exemple de la lyre ou de la cithare. La cithare, c'est un instrument qui ressemble un peu à un petit clavecin, si vous voulez. Au lieu que ce soit un plectre, comme ça, qui vienne frotter sur la corde, ça se joue avec un petit instrument qu'on tient au bout des doigts. La lyre ou la cithare ont donc ceci en commun que le son y est évanescent. À peine formé, la note s'évanouit. C'est une pensée du fragile. Ce qui est créé peut être perdu. Les Grecs vivent dans cette angoisse d'une humanité qui est toujours sur la brèche et finalement dans ce que je pourrais appeler une sorte de conscience aiguë de la précarité de nos existences. Le poète, finalement, le poète grec, Laëde, c'est un artisan, mais un artisan en vers. Il écrit souvent en hexamètre. L'hexamètre dactylique, c'est dactyle, c'est le doigt, hein, c'est la saccade des phalanges. Long, court, court, long, court, court. C'est aussi le thème que vous retrouverez dans l'allegretto de la 7e symphonie de Beethoven ou dans le thème central du quatuor La jeune fille et la mort de Franz Schubert. La musique est consubstantielle à cette pensée. C'est une pensée qui est associée à son rythme. Le rythme n'est pas une figure de style. Il n'est pas simplement un petit plus pour plaire, pour séduire, pour enjôler. Le rythme est partie prenante de la pensée. Alors, je vais vous lire, alors hélas, pas en hexamètre dactylique, parce qu'on va le lire en français, pas en grec, mais je vais vous lire quelques extraits rapides, choisis de la Théogonie d'Hésiode, pour que vous sentiez la très très belle densité poétique de ce formidable poème. Donc je choisis 3 passages arbitraires qui me semblent assez intéressants. Oui, on va commencer par là. Au commencement, exista Chaos. Puis Gaïa, Gaïa la terre, à la large poitrine, demeure toujours sûre de tous les immortels qui habitent le faîte de l'Olympe neigeux. Ensuite, le sombre Tartare, placé sous les abîmes de la terre immense. Enfin, Eros, donc l'amour, le plus beau des dieux. Eros qui amollit les âmes et s'empare du cœur de toutes les divinités et de tous les hommes, et triomphe de leur sage volonté. De Chaos naquirent les Rêbes et Nyx, la nuit obscure. Éther et Héméra, Héméra c'est la lumière du jour, naquirent de Nyx, qui les conçut en s'unissant d'amour avec Éreb. Gaïa, la terre donc, enfanta d'abord Ouranos, Ouranos c'est le ciel, couronné d'étoiles, qui le rendit son égal en grandeur, afin qu'il la couvrît tout entière, et qu'elle offrit aux bienheureux immortels une demeure toujours tranquille. Elle créa les hautes montagnes, les gracieuses retraites des nymphes divines qui habitent les monts aux gorges profondes. Je passe un peu plus loin. Donc on parle de Gaïa. Ses enfants, plus redoutables, les plus redoutables de tous ceux qu'engendrèrent, donc Gaïa et Ouranos, terre et ciel, devinrent dès le commencement odieux à leur père, à mesure qu'ils naissaient, loin de leur laisser la lumière du jour. Ouranos, le ciel, les cachait dans les flancs de Gaïa, la terre, sa femme, et sa mère d'ailleurs, et se réjouissait de cette action dénaturée. Gaïa, immense, gémissait, profondément attristée, lorsqu'enfin elle médita une cruelle et perfide vengeance. Dès qu'elle eut tiré de son sein l'acier éclatant de blancheur, elle fabriqua une grande serpe et révéla son projet à ses enfants. Et pour les encourager, leur dit consumé de douleur, « Mes fils, si vous voulez m'obéir, nous vengerons l'outrage que vous fait subir votre coupable père, car il est le premier auteur d'une action indigne. » Elle dit, la crainte s'empara de tous ses enfants, aucun n'osa répliquer. Enfin, le grand et astucieux Cronos, ayant pris confiance, répondit à sa vénérable mère, « Ô ma mère, je promets d'accomplir notre vengeance, puisque je ne respecte plus un père trop fatal, car il est le premier auteur d'une action indigne. » À ces mots, Gaïa, la terre, ressentit une grande joie au fond de son cœur. Après avoir caché son fils en embuscade, elle remit en ses mains la serpe à la dent tranchante et lui expliqua sa ruse tout entière. Ouranos, le grand ciel, amenant Nyx, la nuit, et animé du désir amoureux, s'étendit sur Gaïa de toute sa longueur. Alors, son fils sortit de l'embuscade,
le saisit de la main gauche et de la droite, agitant la serpe énorme, longue, acérée. Il s'empressa de couper l'organe viril de son père et de le jeter derrière lui. Et ce ne fut pas vainement que cet organe tomba de sa main. Toutes les gouttes de sang qui en découlèrent, Gaïa, la terre, les accueillit, et les années étant révolues, elle produisit les redoutables Irini, géants monstrueux chargés d'armes étincelantes et portant dans leurs mains d'énormes lances. Enfin, ces nymphes qu'on appelle Méliennes sur la terre immense. Cronos mutila de nouveau avec l'acier le membre qu'il venait de couper et le lança sur le rivage dans les vagues agitées des flots. La mer soutint longtemps et de ce débris d'un corps immortel jaillit une blanche écume d'où naquit une jeune fille qui fut d'abord portée vers la belle Cythère, etc. Il s'agit bien sûr d'Aphrodite. Dernier passage. Donc vous avez compris. Cronos, le plus courageux, émascule son père et prend le pouvoir. Parce que son père cachait ses enfants à l'intérieur de sa mère. Enfin, de sa femme qui est leur mère. Puis, Rhea, amoureusement domptée par Cronos, mit au jour d'illustres enfants, Isti, Déméter, Héra au brodequin d'or, le redoutable Hadès, qui habite sous la terre et porte un cœur inflexible, le bruyant ébranleur du sol, et le prudent Zeus, dont le tonnerre ébranle la terre immense. Le grand Cronos dévorait ses enfants à mesure que des flancs sacrés de leur mère, il tombait sur ses genoux. Donc ça recommence. Il a émasculé son père parce que son père ne laissait pas vivre ses enfants, et que fait-il? Il dévore ses propres enfants à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il sait probablement que la même chose va lui arriver. Il agissait ainsi dans la crainte qu'un autre des glorieux enfants du ciel ne possédât parmi les dieux l'autorité souveraine. Car il avait appris de la terre et de ciel couronné d'étoiles, que d'après l'ordre du destin, un jour, malgré sa force, il serait vaincu par son propre fils et détrôné par les conseils du grand Zeus. Loin de surveiller vainement son épouse, toujours habile à le tromper, il dévorait sa propre race. Et Rhea, sa femme donc, gémissait, accablée d'une douleur sans borne. Enfin, prête à enfanter Zeus, ce père des dieux et des hommes, elle supplia les deux auteurs de ses jours, Gaïa et Oranos quand même pas rancunier, vous remarquez, de lui suggérer le moyen de cacher la naissance de son nouveau fils et de venger ainsi la mort de tous les enfants dévorés par l'astucieux Cronos. Prompt à exaucer les désirs de leur fille, ils lui apprirent le destin réservé au roi Cronos et à son fils magnanime. Je passe un peu et je conclus. Après avoir enveloppé de l'ange une pierre énorme, vous avez compris, pour le dissimuler, Rhea la donna au fils du ciel, au puissant Cronos, au premier roi des dieux. Le fils du ciel la saisit et l'engloutit dans ses flancs. Donc il pense manger son fils. L'insensé. Il ne prévoyait pas qu'en dévorant en fait cette pierre, il sauvait son invincible fils, qui désormais, à l'abri du péril, allait bientôt le dompter par la force de ses mains, le dépouiller de sa puissance et commander aux immortels. Il s'agit de Zeus, bien sûr. Bon, on est loin de la Bible. C'est une toute autre origine du monde. Ça se fait dans le sang, dans le sperme du membre d'Uranos émasculé qui est soutenu par la mer. C'est une cosmologie assez déchirée, inquiète et violente. Ce qui est intéressant, c'est que le nouveau roi des dieux, Zeus, n'est pas mis à pied par ses enfants. Il n'est pas supplanté par de nouvelles divinités. Et vous savez pourquoi? Parce que Zeus invente la politique. C'est ça le message de la pensée grecque. Tout est politique dans la pensée grecque. En quel sens invente-t-il la politique? Zeus partage. Il donne les océans à son frère Poséidon. Zeus est capable de comprendre, et c'est vraiment, je crois, le point nodal de la mythique et de la philosophie grecque. Zeus, donc, est capable de partager, de transiger, de discuter. Il est dans une logique de compromis. De compromis qui n'est jamais une compromission. Il demeure
le roi des dieux, mais il est capable d'engager un rapport ou une négociation à l'autorité qui déjà le met dans une posture d'interaction avec ses semblables. Ouais. Donc là, on est certainement dans l'archétype du mythe grec de ce que certains pourraient appeler ce temps heureux où les dieux venaient visiter les hommes. Vous savez, dans la pensée grecque, les dieux descendent chez les hommes. Ils ne sont pas confinés au mont Olympe. Les dieux sont aux prises avec les hommes. Et les hommes, parfois, ça se finit souvent mal pour eux, hein, mais parfois peuvent même défier les dieux. C'est un tout autre rapport que celui des grandes religions monothéistes à la déité et à la divinité. Bon, si on résume rapidement cette théogonie d'Hésiode, qu'est-ce qu'on voit? Au commencement, chaos. C'est très intéressant, ça, on le retrouve dans presque tous les mythes. Chaos, bien sûr, c'est le désordre, le chaos en français. Mais ce n'est pas seulement ça. En grec, c'est aussi la vacuité, la faille, la béance, l'ouverture. C'est en quelque sorte la condition de possibilité de l'émergence. Vous voyez, chaos, c'est bien sûr ce qui échappe à Cosmos. Mais c'est aussi un réservoir de possibles, pour le dire comme Deleuze. Gilles Deleuze et Félix Guattari, deux philosophes français du XXe siècle, se sont beaucoup intéressés à ce rapport à chaos. Et ils ont inventé des concepts, chaosmos, chaosmose. Ils ont affronté, si vous voulez, l'idée comme ça de vitesses infinies, pas au sens physique du terme, hein, bien sûr, ça ne viole pas la relativité, de vitesses infinies en tant que magma dont on pouvait rapporter des concepts, une sorte de matériau à façonner. Donc, au départ, chaos. Chaos, c'est l'opposition au monde, c'est le non-monde, c'est le lieu du tout autre. Puis Gaïa. Gaïa, on le traduirait par la terre. Mais là encore, il faut bien comprendre que Gaïa, ce n'est pas strictement parlant une opposition à chaos. C'est en quelque sorte une concrétion dans chaos. Vous voyez? C'est un précipité. Elle était virtuelle, impossible, dans ou chez chaos. Et elle s'instancie en tant que Gaïa. Et une parenthèse, c'est là où il faut faire très attention. Vous voyez que nos catégories de pensée sont structurées par le langage. Il n'y a pas de mot en français pour décrire cette plurivocité du grec ancien, qui n'en était pas une, bien sûr, dans la pensée grecque. Magritte, le peintre Magritte, disait « les mots sont toujours des mots d'ordre ». C'est très fort ça, les mots sont toujours des mots d'ordre. Pourquoi? Parce qu'ils nous obligent, disait-il, à penser dans des catégories déterminées. C'est exactement une idée qui est soutenue par exemple par Benveniste, le linguiste, et que Derrida et Nietzsche viennent interroger dans un texte magnifique qu'on appelle le supplément de Copule. D'ailleurs, c'est important de parler de Nietzsche maintenant. D'abord, parce que vous êtes jeune. Il faut lire Nietzsche jeune. Donc si vous n'avez pas encore lu Nietzsche, demain vous séchez le cours de maths et vous lisez Nietzsche. C'est absolument essentiel. Alors, il faut que vous affrontiez maintenant Zarathustra. Parce que ce qui est génial chez Nietzsche, c'est que c'est un penseur qui nous pousse dans nos retranchements. Vous voyez, Nietzsche, on ne peut pas l'aimer complètement. Il fait tout pour n'être pas aimé. Il fait tout pour vous obliger à penser. Il abhorre les grands systèmes. C'est ce que dit Zarathustra à ses disciples. Reniez-moi. Si vous m'aimez vraiment, ne m'aimez plus. C'est ce que devraient dire d'ailleurs les professeurs à leurs élèves. Certes, je vous communique un certain savoir, mais si vraiment je suis votre maître, vous devez prendre votre autonomie. Vous ne devez plus me suivre. Nietzsche est toujours dans cette ambivalence, voyez. C'est-à-dire que les grands systèmes de pensée qui ont emprunté à Nietzsche, les anarchistes par exemple, un très beau livre qui s'appelle Dionysos au drapeau noir. Dionysos au drapeau noir. Tout est dit. Les anarchistes ont beaucoup emprunté à la pensée de Nietzsche, mais toujours par morceaux. Parce qu'on ne peut pas prendre Nietzsche en bloc. On est obligé de se distancier de certains de ces aspects qui sont nécessairement insupportables parce que précisément, il échappe à toute taxinomie.
Dans sa conception de la Grèce ancienne, Nietzsche est absolument essentiel. Je vous invite à lire ce très beau et très simple livre qui se nomme L'histoire de la tragédie. C'est le premier livre de Nietzsche. Livre très subversif. Nietzsche tout jeune philologue qui vient expliquer à tous les vieux professeurs spécialistes de l'époque helléniste qui n'ont rien compris. Qui se trouve donc mis au banc de l'université. Mais naturellement, un siècle et demi plus tard, c'est de lui qu'on se souvient. Donc Nietzsche qui va étudier très en détail le rôle du cœur dans la tragédie grecque et qui va montrer que chez Échille, Euripide, Sophocle, le cœur joue un rôle de moins en moins important. Et c'est ce qu'il va identifier finalement à une sorte de perte d'identité de la pensée grecque qui était ce dualisme du dialogue et du cœur. Et la conclusion de la naissance de la tragédie est géniale et très très nietzschéenne parce que très subversive. Que nous dit-il? Si les Grecs ont à ce point aimé Apollon, sagesse quand même, pas seulement, mais entre autres la sagesse, la mesure, c'est parce qu'ils étaient fondamentalement éperdus de Dionysos. Dionysos, c'est le dieu du dithyrambe, du délire, de l'ivresse, de la frénésie, de l'orgie. Donc, cette articulation, comme ça, chez Nietzsche, n'est plus symétrique. C'est très beau. Voilà, je vous invite à relire la pensée grecque vue par Nietzsche. Donc, je disais, chaos, Gaïa, Eros, amour. Amour en un sens qui n'est pas encore vraiment celui de la procréation, qui est plus celui du renouvellement et d'une capacité à perdurer. Et Tartare, mon préféré. Parce que Tartare, c'est le lieu qui inquiète même les dieux. Tartare, c'est cette espèce d'espace sombre et humide dont Poséidon avait scellé l'entrée par une porte intangible. C'est le tout autre. Voilà. Les Grecs frissonnaient, là. Si vous êtes grec, là, vous êtes pris d'une petite crise d'angoisse. Même les dieux étaient pris d'une certaine peur quand il s'agissait de penser Tartare. Bien. Quelques mots d'autres cosmogonies grecques. Très rapidement. La pensée orphique. Orphée, qui est un poète plus ou moins mythique, que les Grecs croyaient plus ancien encore, qu'Homère et Hésiode, c'est une pensée magique, une pensée mystique, extrêmement diversifiée. On voit rapporter à Orphée de grandes cosmologies différentes, et vous voyez des choses qui sont très inhabituelles dans les cosmologies grecques. Vous verrez des dragons, etc. Vous verrez des personnages qu'on n'associe pas à la mythique grecque habituelle. Quelques mots d'Homère. Homère, c'est l'autre géant de la Grèce ancienne. Il n'y a pas stricto sensu de cosmologie chez Homère. Il n'y a pas un traité relatant la naissance. Naissance de quoi d'ailleurs? Des dieux ou des éléments? C'est consubstantiel pour une pensée grecque. Voyez. Là, nous sommes encore prisonniers des catégories de notre langage qui nous obligent à choisir ce qu'un grec ne pouvait pas choisir. Gaïa, c'est quelqu'un ou quelque chose? C'est une planète ou une divinité? Mais c'est les deux. Et la scission ne s'est pas encore opérée. Cette question n'a pas de sens quand on pense en grec ancien. Donc, chez Homère, il n'y a pas de cosmologie stricto sensu. Mais il y a une pensée cosmologique. Au chant 14 de l'Iliade, par exemple, il y a une ébauche de pensée cosmologique. Ce qui me semble essentiel, là encore, si vous n'avez pas lu l'Iliade, vous séchez aussi le cours de l'après-midi et vous lisez demain l'Iliade parce qu'on ne peut pas vivre sans avoir lu l'Iliade. Presque. Excusez-moi, la température monte, Homère fait son effet. Donc Homère. Quelques mots quand même, au-delà de la cosmogonie. Au-delà de la cosmogonie. Parce que, de quoi est-il question dans l'Iliade? La guerre de Troie, bien sûr. Mais, quel est le thème de l'Iliade? Je crois que d'abord et avant tout, c'est la mélancolie. Homère a une extraordinaire sensibilité à la finitude de l'homme. Ses héros sont presque tous des héros tristes. Le plus beau, peut-être, c'est Ajax. Ajax qui est l'archétype du héros mélancolique. Mais même Achille,
Achille, lui, qui est l'archétype du héros florissant, bondissant, absolument puissant, beau, intelligent, fougueux, même Achille, aux longs cheveux, a quelque chose de fondamentalement mélancolique. Quelque part, Achille est presque pitoyable dans l'Iliade. C'est quoi le thème de l'Iliade? Achille boude. Achille boude parce que Agamemnon lui a pris son tribut. Achille n'est pas content. Et Achille entre dans une sorte de colère qu'on appelle l'hubris. L'hubris, c'est un excès. C'est une colère qui s'excède et se prend elle-même pour objet. À un certain niveau, on dirait presque que Achille ne sait plus pourquoi il est en colère. La colère d'Achille est le véritable thème de l'Iliade. Voilà. Jusqu'à ce que le décès ou le meurtre de son cousin, bien sûr, le ramène vers la guerre. D'ailleurs, vous vous rappelez ce très beau dialogue entre Thétis, sa mère, et Achille, qui est relaté par plusieurs légendes ultérieures également. Thétis lui dit, avant la guerre, bien sûr, si tu vas, si tu restes ici, si tu restes, tes enfants t'aimeront, tes petits-enfants t'aimeront, les enfants de tes petits-enfants se souviendront de toi, puis on t'oubliera. Si tu vas à Troie, tu mourras, mais on se souviendra de toi pour l'éternité. Évidemment, c'est le choix qu'il fit. Et effectivement, nous nous souvenons d'Achille. Donc, il y a comme ça un rapport à la mémoire qui est plus important finalement que la puissance ou la pulsion de vie, ou qui est la véritable forme de la vie. Qui gagne la guerre de Troie? C'est pas Achille, c'est Ulysse. Et comment gagne Ulysse? Par la ruse. Mais par quel type de ruse? Par la ruse d'un homme pleinement homme. Ça, c'est très important. Achille est fils de divinité, mais c'est l'homme, dans la finitude et la concrétude de son humanité, qui gagne la guerre. Voilà l'autre grand message des poèmes homériques. Et quand Ulysse rentre à Ithaque, reconnu seulement par Argos, son chien, comme vous savez, quand il rentre à Ithaque, quelle est sa solution face à ces jeunes prétendants? Après tout, il était parti depuis plus de 20 ans. Il était quand même bien normal que certains espèrent le remplacer. Quelle est sa solution? Il décime toute la jeunesse de son île. C'est radical du point de vue politique. Et Ulysse est extraordinairement violent, finalement, dans son rapport au monde. C'est ça aussi le message du poème homérique. C'est toute cette densité d'une politique qui est la valeur, la grandeur et la finalité, finalement, la plus essentielle, à la fois de la pensée et à la fois de la guerre en tant que capacité à défier les possibles, à défier les possibles et à remettre en cause les acquis. Ça va? Bon. J'en reste là avec les mythes. Mais attention, non, ne vous réjouissez pas si vite. J'ai encore quelques petites choses à vous dire avant qu'on en vienne à la physique. J'en reste là avec les mythes, mais pas avec les Grecs. Et je voudrais donc vous dire maintenant quelque chose de Platon. C'est très intéressant pour notre propos. Alors, c'est très intéressant de tous les points de vue, mais particulièrement pour notre propos. Pourquoi? Parce que Platon va décider et tenter de s'extraire du mythe. Je crois que quand Platon lisait Hésiode, il ressentait à peu près la même chose que vous. Autrement dit, il n'y croyait pas du tout. Et ce que va tenter de mettre en place Platon, c'est précisément une modalité de pensée qui entend rompre
avec l'architecture mythique. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que c'est exactement ce qu'on pense faire aujourd'hui. C'est ce qu'on pense avoir réussi aujourd'hui. D'autres, avant nous, et pas des moindres, pensent avoir déjà mis en œuvre ce tour de force qui consiste à s'extraire de la licence poétique, si vous voulez, au profit d'une description honnête, claire et réelle. Autrement dit, et de façon caricaturale, migration d'une pensée par image vers une pensée par concept. Avait-il vu juste? L'ouvrage dont je veux vous parler quelques instants, bien sûr, c'est le Timée, qui est le grand récit des origines, suivant Platon. Alors, le Timée est une œuvre qui devait, avec le Critias et l'Hermocrate, former une trilogie qui entendait décrire la naissance de l'univers, de l'homme et de la société. Donc l'univers, c'est le Timée, l'homme, c'est le Critias, et la société, c'est l'Hermocrate. Sans doute n'avez-vous jamais entendu parler de l'Hermocrate, ce qui est normal puisqu'il n'a pas été écrit. Le projet a été avorté. Platon cherche donc à prendre le relais du mythe. Il n'a aucune sympathie pour Hésiode. Il n'a aucune sympathie pour ces grands récits qui, pour lui, n'ont aucune valeur de vérité. Au sens de Heidegger, ailetheia, c'est aussi le dévoilement. Il est donc l'un des initiateurs d'un genre qu'on connaît très bien maintenant et qu'on appelle periphuséos, c'est-à-dire les récits sur la nature, les récits philosophiques sur la nature. La philosophie ici s'oppose à la mythique, ne s'oppose pas du tout évidemment à la pensée scientifique, au contraire, elle entend la fonder. Alors ce qui est intéressant, c'est que Platon se trouve dans une position inconfortable. Ce n'est pas quelqu'un, me semble-t-il, en tous les cas dans ma lecture, qui brille par sa modestie. Platon sait de quoi il parle et il sait qu'il sait. Alors, ça se voit, ça se sent. On n'aimerait pas quand même être à la place de ces pauvres opposants à Socrate, qui perdent toujours, même Protagoras finalement. Et pourtant, face à la question de l'origine de l'univers, Platon est très modeste. Platon sait qu'il ne pourra présenter qu'un récit vraisemblable. Finalement, Platon fait un peu comme Hésiode. Vous savez, le tout début de la théogonie d'Hésiode, que je ne vous ai pas lu tout à l'heure, commençons par invoquer les muses de l'Hélicon, les muses qui habitant cette grande et céleste montagne dense d'un pas léger, autour de la noire fontaine et de l'autel du puissant fils de Cronos, et, baignant leurs membres délicats dans les ondes du Permès, de l'Hippocrène et du divin Olmé, forment, écrivait-il, sur la plus haute cime héliconienne un cœur admirable et gracieux. Que fait Hésiode là? Que fait Hésiode? C'est pas des fioritures ça, c'est essentiel. Il commence par s'en remettre aux muses. C'est exactement ce que fait Platon. Il n'appelle pas stricto sensu les muses, mais il sait qu'il ne pourra pas produire ce qu'on appellerait de façon décontextualisée aujourd'hui un récit purement hypothético-déductif. Et ça, je vous demande de le garder en tête, parce que c'est quelque chose qui doit encore nous obséder aujourd'hui. Parler de la totalité, de l'origine du monde, de l'espace sans dimension, limite, ni de taille, ni de temps, c'est quelque chose qui doit nous inspirer une certaine réserve. Nous sommes sur le fil, et nous devons en être conscients, même Platon l'était. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce récit est, d'un certain point de vue, très banal, au sens conservateur, dans sa structure et sa forme narrative. Mais, c'est ce qui nous intéresse naturellement, il est également révolutionnaire dans ce qu'il dit, dans son énoncé, dans la manière dont il va réappréhender le rapport au réel dans une méthode qu'on pourrait d'ores et déjà nommer scientifique. Je crois qu'il y a deux spécificités du Timée de Platon qui ont marqué l'histoire. La première, c'est que pour la première fois dans la pensée européenne, Platon pose le problème de la connaissance en termes scientifiques.
en termes scientifiques, c'est-à-dire suivant une règle du jeu, si vous voulez, qui va consister à se référer à une causalité ou à une nécessité qui a un caractère d'idéalité. Il n'est plus question de parler de cause finale. Il y a une causalité aveugle en quelque sorte. Et il y a une axiomatique. Alors bien sûr, cette axiomatique est très différente dans sa formulation et même d'ailleurs dans sa structure de ce qu'on entend aujourd'hui par ce terme dans la physique contemporaine, mais il y a déjà l'armature d'une pensée pré-scientifique. Et le deuxième point qui fait de ce livre un événement dans l'histoire de la pensée, et peut-être c'est le plus important des deux d'ailleurs, c'est que pour la première fois, là encore, Platon va faire des mathématiques l'instrument qui permet d'exprimer les conséquences de ces axiomes. Nous sommes en train d'assister à l'émergence du langage mathématique. Bien que, jusqu'à la Renaissance, l'essentiel des traités scientifiques soit écrit en langage ordinaire. Alors, pardonnez-moi d'avance une caricature à l'emporte-pièce, mais mieux vaut ceci que rien. Si vous avez oublié tout votre Platon, l'essentiel, c'est quoi? C'est que pour Platon, n'est connaissable que ce qui est stable, pur, ce qui n'est pas sujet à la variation. Mais Platon n'est pas aveugle. Il voit bien que le monde qui nous entoure ne présente pas ce caractère de stabilité et d'immuabilité. Donc, pour Platon, il faut qu'il existe ce monde qu'on appelle parfois monde des idées, qu'il faudrait peut-être plutôt appeler le monde des formes intelligibles, qui est, pourrait-on dire, le vrai réel, le réel absolument connaissable, le ciel de l'immuable. Mais il faut aussi, n'est-ce pas, qu'il y ait un rapport entre le monde tangible et ce ciel des idées, sans quoi il sera une pure abstraction totalement inaccessible. Et ce rapport, pour Platon, est un rapport de modèle à copie. Le monde sensible est une sorte de pâle copie de l'idéalité qui est aussi idéale, c'est-à-dire le monde des formes intelligibles. Suivant l'image bien connue, l'idée de lit est le lit en soi. Le lit du menuisier est déjà une copie, et le lit du peintre est une copie du lit du menuisier. Dans un rapport hiérarchisé, ces copies s'éloignent du réel. Ça, c'est l'armature, d'accord ? C'est l'armature du récit platonicien, et c'est pour ça, bien sûr, que se met en place toute cette image de la mémoire en tant que capacité à accéder à la vérité. Alors, si vous avez en tête le tableau de Raphaël, l'école d'Athènes, si vous ne l'avez pas en tête, regardez sur vos téléphones portables, vous regarderez ce soir, sur Google Images, vous l'aurez tout de suite. On dit parfois que ce tableau représente Platon, montrant le ciel des idées, à côté d'Aristote, son opposé en quelque sorte, montrant la concrétude de la matérialité. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous regardez bien le tableau, oui, Platon est comme ça. Mais Aristote n'est pas comme ça. Aristote est comme ça. Moi, je crois plutôt qu'il lui dit doucement, Platon. Doucement. Tu vas toujours un peu vite. Il faut regarder les choses de plus près. Et en effet, je crois que la vision d'Aristote comme un philosophe purement matérialiste est absolument erronée. C'est une caricature, mais une caricature qui tend à la méconception. Néanmoins, il n'est pas absolument stupide de considérer comme deux pôles qui sont toujours d'actualité dans la pensée contemporaine et dans l'épistémologie contemporaine, que Platon propose, si vous voulez. Et ça, réfléchissez-y, s'il vous plaît. Que Platon propose, en quelque sorte, une réalité mathématique, qui est le réel en soi, qui est copié par les objets physiques, qui donc ne sont que partiellement mathématisés.
Alors qu'au contraire, Aristote pense une ontologie qui est fondamentalement matérielle et qui est copiée, approchée par l'idéalisation mathématique. Ce débat est toujours ouvert. Je fais une parenthèse, comme toujours, une de plus. Pourquoi les mathématiques fonctionnent-ils si bien? Fonctionnent-elles si bien? C'est la question que posait Wigner, un des plus grands physiciens du XXe siècle. Comment se fait-il que le monde soit si bien expliqué par les mathématiques? C'est un peu la méta-question pour un scientifique. Pourquoi? Si vous êtes platonicien, c'est normal, le monde est mathématique. Le monde est intrinsèquement mathématique. Ce que vous percevez du réel matériel n'est pas parfaitement mathématique parce que ce n'est qu'une copie de l'ontologie fondamentale. Si au contraire vous êtes aristotélicien, le réel n'est pas fondamentalement mathématique. Il est fondamentalement matériel, instancié, et les mathématiques sont un langage, une proposition ou une projection sur le réel. Cette question est toujours ouverte, j'insiste. La réflexion philosophique sur les mathématiques contemporaines est toujours articulée entre le pôle platonicien et le pôle aristotélicien. Bon, restons-en à la cosmologie. Je vous lis quelques très brefs, promis, passages du Timée. Passons. Parce que le démiurge souhaitait que toutes choses fussent bonnes et qu'il n'y eût rien d'imparfait dans la mesure du possible, c'est bien ainsi qu'il prit en main tout ce qu'il y avait de visible. Cela n'était point en repos, mais se mouvait sans concert et sans ordre. Vous voyez, on commence toujours par le chaos. On est toujours dans un défi du chaos. Et il l'amena du désordre à l'ordre, ayant estimé que l'ordre vaut infiniment mieux que le désordre. Or, il n'était pas permis, et ça ne l'est pas, à l'être le meilleur, de faire autre chose que ce qu'il y a de plus beau. Ayant réfléchi, il se rendit compte que de choses par nature visibles, son travail ne pourrait jamais faire sortir un tout dépourvu d'intellect qui fût plus beau qu'un tout pourvu d'intellect. Et que par ailleurs, il était impossible que l'intellect soit présent en quelque chose dépourvu d'une âme. C'est à la suite de ces réflexions qu'il mit l'intellect dans l'âme et l'âme dans le corps pour construire l'univers, de façon à réaliser une œuvre, qui fut par nature la plus belle et la meilleure possible. Ainsi donc, conformément à une explication qui n'est que vraisemblable, il faut dire que notre monde, qui est un vivant doté d'une âme pourvue d'un intellect, a, en vérité, été engendré par suite de la décision réfléchie d'un Dieu. Deuxième extrait avant, quelques commentaires. Un des plus connus. Or, quand le Père qui l'avait engendré constata que ce monde, qui est une représentation des dieux éternels, avait reçu le mouvement et qu'il était vivant, il se réjouit, et comme il était charmé, l'idée lui vint de le rendre encore plus semblable à son modèle, comme effectivement ce modèle se trouve être un vivant éternel. Le Dieu entreprit de faire que notre univers aussi devienne vivant, dans la mesure du possible. Or, ce vivant, comme il était éternel, il n'était pas possible de l'adapter en tout point au vivant qui est engendré. Le démiurge a donc l'idée de fabriquer une image mobile de l'éternité, et tandis qu'il met le ciel en ordre, il fabrique de l'éternité qui reste dans l'unité une certaine image éternelle progressant suivant le monde, celle-là même, précisément, que nous appelons le temps. Le temps comme image mobile de l'éternité. Ça, ce n'est pas sans écho à une vision physique contemporaine. Aujourd'hui, il n'est pas rare que la physique théorique envisage le temps non pas comme une grandeur pure, a priori transcendantale, dirait Kant, mais au contraire comme résultant du mouvement. Et le temps, peut-être, et c'est finalement ce que nous dit Platon, le temps ne précède pas la variation. C'est la variation qui définit le temps et non pas l'inverse. Ce que je voulais aussi vous faire remarquer dans le premier passage que j'ai lu,
c'est l'extraordinaire articulation de l'unité et de l'ordre. Regardez, on considère que l'ordre est infiniment supérieur au désordre. Le mot est lourd. On retrouve ces idées dans les premières lignes de la théogonie, des métamorphoses d'Ovide, par exemple. Puis, Platon parle d'une explication, un vivant, une âme, un intellect, un Dieu. Vous voyez, il y a toute cette dialectique de l'unité qui se met en place. Regardez. Notre rapport à la pensée a été nervuré par ce mythe de l'un. Là encore, hein, quand je dis ça, ce n'est pas une critique. Ça serait ridicule de se positionner pour ou contre. C'est un fait. Vraisemblablement, il y a une origine religieuse. Nous sommes évidemment tous ici, croyants ou non, héritiers des religions du livre, qui sont toutes monothéistes, des grandes religions monothéistes, soit l'islam, la judaïté, la chrétienté, monothéistes. Un Dieu, donc évidemment la perfection est unitaire. Mais de l'autre côté, sur le versant grec, nous sommes aussi héritiers de cette unité. Parce que c'est ce que montre par exemple la dialectique ascendante de Diotima dans le banquet de Platon. Il y a convergence des essences. In fine, le bon égale le vrai égale le beau. Oui. Donc il y a toute cette aspiration vers l'un qui se déploie en contrepoint d'une fascination de l'ordre. C'est ce dans quoi notre matrice intellectuelle a été plongée pendant 27 siècles. Peut-être est-ce, c'est une question que je laisse ouverte à votre sagacité, ce qu'il faut aujourd'hui réinterroger. Le dernier point, promis, que j'évoque à propos de Platon, et qui n'apparaissait pas dans le court extrait que je viens de lire, c'est cette extraordinaire référence à la chora. Chora, c'est un indéfinissable. Platon n'est pas capable, et pourtant Dieu sait qu'il ne cherchait pas l'amphigourie, hein. Platon cherchait la clarté, aucun doute là-dessus. Il n'est pas capable donc de le définir de façon claire. C'est une sorte de métamatériau, c'est une sorte de réservoir de possibles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chora, il ne faudrait probablement pas mettre d'article d'ailleurs, le ou la chora, triton genos, troisième genre, genre hors genre, c'est quelque chose qui va justement, je crois, échapper à cette mécanique bien huilée. Et ça, c'est ce qui vous montre l'incroyable sagacité intellectuelle de Platon. Enfin, c'est un peu ridicule de dire ça, parce que ce n'est pas à nous de le juger. Mais je crois qu'on en est, qui est sans cesse renouvelé en quelque sorte, parce qu'il avait déjà conscience que quelque chose dans le système allait vaciller de l'intérieur. Et chora, je crois, c'est ce petit élément qui n'occupe pas une grande place hein, dans le Timée, mais qui vous montre que cette grande dialectique bien huilée de l'unité et de la taxinomie ne va pas absolument suffire. Et là, vous sentez le génie de Platon, qui sait et qui a l'honnêteté de ne pas cacher la nécessité de ce troisième genre, de cette espèce d'altérité fondamentale, de cette indéfinissable mais indispensable qu'est chora. En parallèle de cette réflexion sur l'univers, sur le macrocosme si vous voulez, Platon déploie également une réflexion sur le microcosme. Autrement dit, et ça c'est aussi un coup de génie, il comprend que la description de l'univers doit s'accorder ou se fonder sur une description de l'infiniment petit. Alors bien sûr, la physique de Platon n'a rien à voir avec la nôtre. En particulier, il y a une articulation entre les substances et les formes qui est très différente de celle dont nous sommes coutumiers, et il y a dans certaines formes, en particulier le triangle, une sorte de densité mystique qui n'est pas du tout de nature scientifique, pas du tout. Mais quels qu'aient été ces égarements, mais ça c'est très facile à dire rétrospectivement, ce qui est fondamental, c'est qu'il y a articulation de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Alors comme je sens que vous fatiguez un peu avec la mythologie grecque, je vais maintenant refaire une grande note de bas de page pour vous parler un petit peu de l'infiniment petit au sens contemporain. Si nous étions le Platon d'aujourd'hui, soyons le Platon d'aujourd'hui, le génie en moins, et décrivons le macrocosme. Ça va nous occuper pendant les prochaines séances. Mais peut-être devrions-nous avoir l'intelligence et la modestie de commencer
par ce qui est à notre portée, c'est-à-dire le microcosme, l'infiniment petit, le monde des particules élémentaires. Infiniment petit, c'est un oxymore d'ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie? Infiniment petit, c'est deux mots qu'on ne devrait pas pouvoir accoler. Où en est-on aujourd'hui? Vous savez où on en est aujourd'hui? Par exemple, 4 interactions fondamentales, n'est-ce pas? Vous savez qu'on décrit toute la nature avec 4 forces. Gravité, électromagnétisme, nucléaire forte, nucléaire faible. Quand je fais ça, aïe, c'est fait exprès, hein, le aïe. Quelle est la force qui vient de me faire mal? Pourquoi j'ai mal? C'est laquelle? Gravité, électromagnétisme, nucléaire faible, nucléaire fort. Ok, première suggestion. Tout le monde est d'accord? Nucléaire? Forte ou faible? Forte. D'autres suggestions? J'ai pas entendu. Ah, la force, celle de Star Wars. Ah oui, bien sûr. Mais je vais attendre la fin du cours avant de faire léviter le bureau parce que je veux pas vous faire peur. Mais attention, hein, parce que moi, c'est peut-être le côté obscur. Pas d'autres suggestions? Bon. Faisons l'inventaire. Ça ne peut pas être la gravité. Pourquoi? Parce que la gravité est attractive. Et manifestement, ma main, elle rebondit là. Hein. Elle est rejetée par la table. Ce n'est pas la gravité. Bon, les forces nucléaires, je suis flatté. Hein. Mais non, quand même, je ne suis pas Superman, quoi. Avant de faire une réaction nucléaire en frappant un objet, il faudrait quand même y aller très très fort. Beaucoup plus fort que ce que je pourrais faire. Donc en effet, c'est la force électromagnétique. Qu'est-ce qui se passe? Des atomes, d'accord, qui ont des électrons en périphérie. La table, elle a aussi des électrons en périphérie. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est qu'une réaction de répulsion entre mes électrons chargés négativement et les électrons de la table chargés eux aussi négativement. D'ailleurs, si ce soir, votre copain vous embête et que vous lui mettez une gifle, je ne le recommande pas, hein, c'est une hypothèse, vous pourrez lui dire « je ne t'ai pas touché ». Stricto sensu, ce n'est qu'une répulsion, exactement comme deux pôles nord d'un aimant se repoussent. Vous voyez ? Répulsion entre les nuages électroniques. Il n'y a pas de contact au sens le plus fort du terme. Bon, blague à part. Quelle est aujourd'hui notre vision de l'infiniment petit ? Je commence par les particules élémentaires. Je voudrais vous montrer en quelques mots l'extraordinaire geste d'unification qui a été opéré. Vous connaissez tous la classification périodique des éléments chimiques de Mendeleïev, qui généralement suscite une certaine émotion. Mais je pense, j'espère, qu'aucun d'entre nous ne serait capable de la restituer entièrement par cœur. Au contraire, les particules élémentaires version contemporaine sont relativement peu nombreuses. Voilà. On peut les écrire au tableau sans regarder ses notes. De quoi s'agit-il? Je commence par la matière. D'abord, vous avez les quarks. Quarks, dont le nom provient du génial roman Finnegan's Wake de Joyce. Donc, après-demain matin, vous séchez encore pour lire Joyce, si ce n'est pas le cas. Joyce, c'est dur, hein, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui... un peu comme Nietzsche, dans un style qui n'a absolument rien à voir, ne cherche pas à être aimé. Il y a un rire de Joyce qui est toujours un peu narquois. Joyce, Dostoïevski, Kafka, les trois grands géants du XXe siècle. C'est pareil, il ne faut pas vivre sans avoir cheminé avec eux. Quark. Up, down, charme, strange, top, bottom. Et voilà. 6 quarks, tout est dit. Up, down, charm, strange, top, bottom. Et encore, pour décrire la matière environnante, vous avez presque uniquement besoin, seulement, des deux premiers. 3 générations de quarks chacune. C'est pas tout à fait fini. En plus des quarks, il y a ce qu'on nomme les leptons. Électrons, muons,
taux, électron, muon, taux. Voilà les 3 leptons. Associés à chacun d'eux, un neutrino. Neutrino électronique, neutrino muonique, neutrino tauique. Et cette fois, nous en avons fini avec la matière. C'est remarquablement économique par rapport à la classification de Mendeleïev. D'accord? 6 quarks classés en 3 familles, 3 leptons et leurs neutrinos associés. Mais, allez-vous, j'espère, objecter, comment ces particules de matière interagissent-elles les unes avec les autres? En parallèle de la matière, la physique des particules s'intéresse donc également aux interactions. Nous venons de les énoncer. D'accord? Électromagnétisme. Son médiateur, c'est le photon qu'on note gamma. Force nucléaire faible. Ces médiateurs, c'est ce qu'on appelle les bosons W et Z. Force nucléaire forte. Les médiateurs se nomment les gluons. Et force gravitationnelle, médiateurs qu'on nomme les gravitons. Le tableau est presque totalement fini. Électromagnétisme médié par les photons. Force nucléaire faible médiée par les bosons, W+- et Z0. Force nucléaire forte médiée par les gluons. Force gravitationnelle médiée par les gravitons. J'en ai presque fini. J'ai ici les objets, j'ai ici les forces. Première remarque. De tout ce qui est écrit actuellement au tableau, une seule particule n'a pas encore été détectée. C'est celle-ci. D'accord ? Le graviton est une particule hypothétique. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune indication expérimentale de l'existence de gravitons. Stricto sensu, il n'y a pas de graviton dans la théorie newtonienne, il n'y a pas de graviton dans la théorie einsteinienne. Ce sont des objets qui apparaissent en gravité quantique et dont l'existence n'est absolument pas avérée. Toutes les autres particules ont bel et bien été détectées. Mais ce qui compte, c'est pas tellement d'écrire ça au tableau. Ce qui compte, je crois, c'est que vous compreniez en quelques minutes d'où ça vient. Pourquoi pense-t-on avoir compris quelque chose d'assez profond sur le réel? Parce que dans l'établissement de cette classification, ce qui va jouer un rôle central, c'est le concept de symétrie. Ce n'est pas tout à fait un détail. Les symétries vont devenir principielles dans le cadre de la physique théorique contemporaine, et ce depuis d'ailleurs le début du XXe siècle. C'est quoi une symétrie au sens physique du terme? C'est moins restreint que ce que vous apprenez en mathématiques en terminale. Hein. C'est quoi une symétrie au sens physique générique? C'est une opération qui laisse un système invariant. Regardez, vous avez une droite infinie, là. Vous la translatez le long de son axe, ça change quoi? Rien. C'est une symétrie pour le système. Prenez un cercle, vous le tournez le long de son axe, ça change quoi? Rien. C'est une symétrie pour le système. Les symétries, ce sont les transformations qui en fait ne transforment rien. D'accord? Grâce à la surdétermination, pourrait-on dire, du rôle des symétries, la physique des particules élémentaires est parvenue à mettre en œuvre une extraordinaire unification du réel. Vous savez que déjà, le mot électromagnétisme contient une unification, puisqu'il intègre, même sémantiquement,
le fait que la force magnétique et la force électrique, qui ont longtemps été considérées comme disjointes, ont été, grâce aux travaux de Maxwell et de Faraday, unifiées. Donc au XIXe siècle, on a déjà compris que l'électricité et le magnétisme n'étaient que deux apparences d'un même phénomène fondamental sous-jacent qui était l'électromagnétisme. Première unification géniale. Faraday, prince des expérimentateurs, et Maxwell, remarquable théoricien, qui ont uni leurs efforts et finalement inventé le concept de champ. Bien. Cet électromagnétisme a été, dans la deuxième moitié du XXe siècle, unifié avec la force nucléaire faible. C'est ce qu'on appelle le modèle électro-faible. Ces deux choses-là, en quelque sorte, sont la même chose. Force électro-faible décrite par le modèle de Glashow, Salam et Weinberg. Dans ce processus, ce sont les symétries qui jouent un rôle essentiel. C'est par les symétries que peuvent se mettre en place ces processus d'unification. Deux remarques, au moins. Première remarque conceptuelle. Mais réfléchissez avec moi une seconde. En fait, qu'est-ce qu'on dit grâce aux symétries? Que ce qu'on croyait différent, en fait, c'est la même chose. Mais enfin, est-ce que c'est pas un peu contradictoire, ça? Quand on fait un feu de cheminée, heureusement pour nous, on ne fait pas une réaction nucléaire. Donc si la force électromagnétique et la force nucléaire, c'est la même chose, pourquoi est-ce qu'on construit des centrales et pas des cheminées? Ça me semble en tension, n'est-ce pas? Et quelle est la solution de cette contradiction apparente, de ce paradoxe apparent? La solution, c'est un très beau concept qu'on appelle la brisure spontanée de symétrie. Je dois vous expliquer ce que c'est. Parfait. C'était pas prémédité, j'ai exactement ce qu'il me faut. Voilà un feutre, d'accord, qui est parfaitement symétrique, enfin presque parfaitement symétrique, on va le supposer parfaitement symétrique, invariant par rotation autour de son axe, n'est-ce pas? Si je le tourne autour de son axe, ça ne change rien. Je le pose sur la table. Il est toujours invariant par rotation autour de son axe. Il est soumis à la gravité, qui est vers le bas, et la réaction de la table qui est vers le haut. Les deux forces sont elles aussi parfaitement invariantes par rotation autour de l'axe. Donc le système est totalement invariant par rotation autour de l'axe. Je le lâche. Bam. Maintenant, le stylo pointe vers vous. Personne d'autre. Pas vous, vers vous. La symétrie a été spontanément brisée. Le système était symétrique. Toutes les directions jouaient le même rôle. Aucun d'entre nous n'était privilégié par l'état initial. Et un seul d'entre nous est privilégié par l'état final. Vous pourriez objecter. Oui, mais c'est parce que vous ne le teniez pas parfaitement droit. N'oubliez pas, j'ai la force avec moi. Objection non recevable. Plus sérieusement, si, en l'occurrence, peut-être que je ne le tenais pas parfaitement droit, mais quand bien même je l'aurais tenu parfaitement droit, le système est instable. Il ne peut pas rester indéfiniment dans cet état d'équilibre. Ceci même, parce que le monde est entouré de fluctuations quantiques, c'est-à-dire de phénomènes stochastiques qui apparaissent par hasard partout. Donc même si je le tenais parfaitement droit, même s'il était parfaitement symétrique, quelque part, à un moment, une petite perturbation d'origine quantique, c'est-à-dire dont on ne peut pas s'affranchir, obligerait l'objet à tomber, et donc à briser sa symétrie, de façon aléatoire, imprévisible. Les symétries, parfois, se perdent. Pour le dire de façon plus technique pour les plus matheux d'entre vous, ça revient à dire que parfois les solutions sont moins symétriques que les équations. Voilà. Ce qui contredit en quelque sorte le principe de Curie, Pierre Curie. Quel est le rapport avec ce qui m'intéresse? Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est qu'en physique des particules, je vais jouer toute la partie avec deux principes. D'abord, le principe de jauge, c'est-à-dire le principe de symétrie. C'est synonyme, hein? D'accord? Jauge, ça veut dire symétrie. Donc, principe de jauge, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et ensuite, principe de brisure spontanée de symétrie, qui va jouer quel rôle conceptuellement? Qui va me permettre de réhabiliter la diversité du réel
pour être clair, simple, le fait qu'un feu de cheminée n'est pas le cœur du Soleil, en dépit de l'unification conceptuelle. Les symétries peuvent être spontanément brisées. Ça a une conséquence presque philosophique et scientifique absolument fondamentale. Ça tente à nous laisser entendre qu'en réalité, les lois ont une histoire. Ah oui, là je suis en train de vous parler des lois physiques. Je ne suis pas en train de vous parler de ce que j'ai fait avant de venir en cours, n'est-ce pas? Ce n'est pas un phénomène annexe qui n'intéresse personne, là. Ce sont les lois de la nature. Les lois, par définition, c'est ce qui est nécessaire, n'est-ce pas? C'est ce qui ne pourrait pas ne pas être. Mais si les lois deviennent des phénomènes, si elles résultent d'une histoire, si elles ont une évolution, elles deviennent contingentes, en quelque sorte. Elles rejoignent l'arène des phénomènes. Ce qui revient à dire, pour être clair, que si on rejouait l'histoire de l'univers, bien sûr, il n'y a aucun doute que beaucoup de phénomènes seraient différents. Mais il est possible que les lois aussi soient différentes. Elles apparaissent davantage comme des paramètres environnementaux, pour utiliser un terme issu de la biologie, paysage, peut-être, que comme des invariants absolument inévitables. Ça va? J'en ai pas tout à fait fini. Dans mon exemple, quel est l'agent essentiel quand même qui fait tomber le stylo? C'est le champ gravitationnel, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de gravité, il ne tomberait pas, ça c'est sûr, il flotterait. Donc là, brisure ou pas brisure, de toute façon, il ne risque pas de tomber, n'est-ce pas? De façon très métaphorique, mais néanmoins pas tout à fait idiote, je vous le promets. Qu'est-ce qui joue le rôle du champ gravitationnel dans le cadre de cette symétrie-là? C'est le fameux champ de Higgs. C'est le fameux champ de Higgs. C'est pour ça que c'est un peu quand même publicité mensongère quand on vous dit le Higgs c'est l'origine de la masse, ce que vous avez lu dans tous les journaux quand la découverte a été faite. Non, en fait, le Higgs, c'est ce qui permet la brisure de symétrie électrofaible. Il y a une symétrie fondamentale, mais qui n'a pas lieu dans le monde réel aux énergies que nous connaissons, qui a lieu à plus haute énergie. Mon stylo sur sa pointe est à haute énergie, il tombe. Il est à plus basse énergie, il a brisé la symétrie dans un geste qui s'accompagne d'une diminution d'énergie. De même, à basse énergie, nous n'avons pas cette symétrie, mais à haute énergie, celle qu'on observe au LHC, même avant au LEP, on peut observer directement ce monde où la force électrofaible est unifiée. Entre les deux, quel est l'agent, le champ physique, qui a permis de rompre cette symétrie? Ce n'est pas la gravité dans ce cas-là, c'est le champ de Higgs. Là, vous comprenez sa véritable origine. Parce que la masse, c'est un peu mensonger. En fait, près de 99% de la masse qu'il y a dans cette pièce n'a absolument rien à voir avec le champ de Higgs. C'est de l'énergie de liaison QCD. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est directement lié au Higgs. Donc, il y a un lien avec la masse. Ce n'est pas débile de dire ça. Mais c'est quand même un lien très secondaire. Oui. Est-ce qu'il y a un parallèle avec le fait que c'est plus ou moins que l'univers, c'est 99% d'énergie noire? Alors, il n'y a pas de lien direct avec l'énergie noire et la matière noire. Le seul lien direct qu'il y a avec la matière noire, c'est que ce que je vous décris là est en fait incomplet. Voilà le vrai lien avec la matière noire. Le vrai lien, c'est que ce que je vous décris là, c'est tout ce qu'on a vu dans les accélérateurs de particules, et ça suffit remarquablement bien à expliquer tout notre environnement. Sauf que, quand on regarde l'univers à grande échelle, en effet, ça ne suffit plus. Donc, évidemment, c'est très très frustrant, parce qu'on a l'impression d'avoir presque tout compris, mais on doit demeurer conscient qu'en réalité, quelque chose certainement se dérobe, puisqu'il est impossible d'expliquer la distribution de masse à grande échelle avec ça. Donc la matière noire intervient dans cette présentation en tant que manque. Voilà. L'énergie noire, elle n'a rien à voir. Encore une ou deux remarques. On a bien envie de continuer, n'est-ce pas? Et se dire, unifions donc. Alors donc, je rajoute quand même, pendant que j'y suis, tout ça plus boson de Higgs. Et cette fois, j'en ai vraiment fini avec tout ce que nous connaissons en physique des particules élémentaires. Je disais donc, on a envie de continuer, n'est-ce pas? Et d'unifier la force électrofaible avec la force nucléaire forte. On appelle ça les théories de grande unification.
Je vais vous raconter une petite histoire. Dans l'euphorie du siècle passé, cette idée de symétrie s'est révélée tellement fructueuse qu'on pensait vraiment tenir là une clé qui allait nous permettre de converger très rapidement sur une description d'ensemble parfaitement unifiée. Stephen Hawking disait « Nous sommes à 10 ans d'avoir trouvé la théorie du tout ». Alors, il pense toujours que nous sommes à 10 ans, sauf que c'est 40 ans plus tard, donc ça ne converge pas. Alors, il faudrait parler de cette théorie du tout. Je ne suis absolument pas convaincu qu'elle existe, et je ne suis absolument pas convaincu qu'elle ait un sens. Et en tout cas, combien même elle existerait, ça ne serait certainement pas la fin de la physique. Parce que vous devriez vous demander pourquoi celle-ci et pas une autre. Donc vous devriez trouver la méta-théorie qui vous permet de voir émerger la théorie du tout. Je ferme cette parenthèse. Indépendamment de ces questions métaphysiques. Allons-y. Comment on fait? Eh bien, il y a un petit groupe de symétrie mathématique qu'on appelle SU5, le groupe des matrices spéciales unitaires d'ordre 5, qui permet de réaliser une telle unification. SU5, c'est parfait. Ça fait partie des théories qui sont tellement belles, tellement prédictives, tellement attendues, tellement élégantes, tellement sous-tendues par une attente qu'elles ne peuvent pas être fausses. Pratiquement personne ne doutait de la réalité de SU5. SU5 fut néanmoins mise à l'épreuve de l'expérience pour la beauté du geste, peut-être pour avoir un ou deux prix Nobel, et plus sérieusement parce que c'est ce qu'il faut faire en sciences. Et comme vous l'imaginez, SU5 fut invalidé. Ça ne marche pas. SU5 est fausse. Comment on le sait? Parce que dans le cadre de SU5, le proton n'a pas une durée de vie infinie. Le proton doit se désintégrer, bien sûr, au bout d'un temps beaucoup plus grand que l'âge de l'univers, mais en mesurant des grandes quantités de protons dans un environnement qui est dépourvu de toute forme de radioactivité, en particulier sous une montagne, on a pu mesurer que la durée de vie réelle du proton était beaucoup plus grande que ce que mesurait SU5. Donc on a invalidé cette théorie. Et depuis, c'est un peu la crise. Voilà. Depuis, on ne sait pas très bien ce qu'il faut inventer pour remplacer SU5. Alors on invente, les théoriciens des particules échafaudent des modèles très complexes, mais sans succès expérimental, de ce point de vue, depuis quand même quelques décennies. Donc il y a certainement des choses assez fondamentales à découvrir. Et je vais conclure sur cette longue note de bas de page en mentionnant quand même ce qui est certainement la voie de recherche la plus intensément arpentée dans le cadre de la physique des particules élémentaires. Ça, c'est ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment aller au-delà. Et la manière d'aller au-delà qui a été la plus sérieusement considérée se nomme supersymétrie. Je vous en dis juste quelques mots. C'est là aussi une assez belle histoire. La supersymétrie, c'est une magnifique idée. En deux mots, elle va associer à chaque boson un fermion et à chaque fermion un boson. Je vous fais grâce des définitions quantiques ou statistiques des bosons et des fermions. Les physiciens verront ça, de toute façon les autres auront oublié dans 30 secondes, donc ça ne sert à rien. Retenez, au niveau intuitif, que les fermions, c'est ça, c'est la matière. Et les bosons, c'est ça, c'est les forces. D'accord? Les fermions, les bosons. La matière, les interactions. Dans le cadre du modèle standard, ces deux mondes, si l'on peut dire, ne communiquent pas, ou presque pas. Il y a des couplages, naturellement. Mais en termes de description théorique, ils sont en partie autonomes. Ce que fait la supersymétrie, c'est qu'elle crée un pont entre les deux. Vous voyez ? Elle invente un extraordinairement beau lien entre le monde des objets et le monde des médiateurs entre les objets. Bien. Au-delà de cette dimension presque esthétique, la supersymétrie est la seule symétrie supplémentaire que vous pouvez imposer à ce modèle sans rompre ce qu'on appelle les invariances du groupe de Poincaré, c'est-à-dire essentiellement la relativité restreinte. Pas mal. Ensuite, la supersymétrie vous donne des explications, par exemple, pour la matière noire. Pas mal. Ensuite, la supersymétrie permet de stabiliser la masse du Higgs, qui ne peut pas être aussi basse que ce qu'on a mesuré dans le cadre du modèle standard.
vraiment pas mal. La supersymétrie a énormément d'attraits théoriques. Mais là encore, on a un petit problème. On a dépensé 10 milliards d'euros et produit 20 ans d'efforts pour construire le grand accélérateur de particules du CERN, qui certes fut un succès dans la découverte du Higgs, mais qui devait également permettre de mettre en évidence ces particules supersymétriques. Et à ce stade, aujourd'hui, il n'en a vu aucune. Vous voyez, ça c'est à la fois déprimant et excitant. C'est déprimant parce que quand même, ça aurait été génial de voir émerger une nouvelle symétrie fondamentale de la nature, de se dire qu'on a compris quelque chose par la puissance de l'intellection. Mais en même temps, c'est tellement beau aussi d'être surpris. C'est tellement ça, la science. Vous y croyez, vous êtes certain, presque personne ne doute, vous parvenez à réunir des moyens intellectuels et financiers gigantesques, et la nature vous dit « c'est très beau votre truc », mais c'est pas ça. C'est pas sûr. La supersymétrie est une théorie très flexible. Peut-être dans quelques mois va-t-on observer ces particules. Mais à ce stade, elles ne se montrent pas. C'est aussi intéressant au niveau sociologique, ça. Moi, j'ai été il y a quelque temps membre d'un jury de thèse sur la supersymétrie. Je faisais le rôle du naïf, parce que ce n'est pas du tout mon domaine de recherche. Mais c'est bien, dans un jury de thèse qui est 5-6 experts, et puis un scientifique un peu hors du domaine pour poser les questions bêtes. J'avais ce rôle. Et c'était juste après, finalement, que le LHC a montré que la supersymétrie, là où on l'attendait, on ne la voit pas. Et j'ai été frappé, dans les délibérations du jury, de voir, non pas le candidat, qui était très bien, mais le directeur de thèse du candidat, qui avait mon âge, si vous voulez. Quelqu'un qui travaillait depuis 15 ou 20 ans dans la recherche. Et de voir à quel point il était dépité, presque à dire, mais c'est pas juste, on a bien travaillé, parce que la physique avait perdu, la physique des particules, avait perdu le lien avec l'expérience. Ce que je veux dire, c'est que pendant des décennies, les gens ont fait des calculs qui étaient parfois très savants, très élégants et très justes, et n'avaient plus comme seul critère d'évaluation de la qualité de leur recherche que l'assentiment de leur père. Vous étiez bon si vos confrères et consoeurs vous disaient que vous êtes bon. Si vous étiez invité aux meilleures conférences de physique théorique du monde, si vous publiiez dans des journaux prestigieux, tout allait bien. Si vous voulez, c'était ça le critère. C'était que les autres vous considèrent comme de valeur. Et on avait oublié collectivement, je m'inclus dans la démarche, on avait oublié qu'à un certain moment, la physique, c'est pas ça. C'est pas que le regard des autres, c'est aussi la concrétude du réel. Quelque chose s'impose à nous, qu'on le veuille ou non. Et bien sûr, c'est violent pour ceux qui ont perdu 20 ans. Mais en fait, c'est jamais perdu, parce que montrer qu'une théorie est fausse, c'est déjà un résultat. Mais au-delà de cette violence, c'est aussi une grande beauté, parce que ça veut dire qu'il y a toujours comme... Moi, j'appelle ça un délice de Tantale. Vous connaissez le supplice de Tantale, ce pauvre homme qui meurt de soif et qui, dès lors qu'il veut remplir son verre, voit le courant et le torrent se dérober à lui. C'est un peu ça avec la théorie ultime. Mais c'est un délice parce qu'en fait, c'est très beau qu'on ne puisse pas l'atteindre. Il y a toujours de l'inconnu et peut-être de l'inconnaissable. Et nous sommes dans cette situation. Donc là encore, venez faire des thèses en physique des particules et essayez d'avoir de nouvelles idées, peut-être au-delà de la supersymétrie. Et ça aussi, c'est intéressant au niveau sociologique. N'oubliez pas que la science est faite par des hommes et des femmes. Elle est faite par nous. Voilà. Et il faut s'interroger sur la manière dont elle est faite, et pas seulement sur ses résultats. Nous avons commis sans doute une erreur, parce que nous avons mis toutes nos billes dans le même panier. Presque toute la recherche mondiale, j'exagère un peu, une bonne partie, l'essentiel, de la recherche mondiale en physique théorique des particules au-delà du modèle standard, c'est faite en supersymétrie. Et aujourd'hui, on commence à se dire, finalement, ça aurait peut-être pas été mal de regarder autre chose, parce que ça ne marche pas. Et ça, c'est une leçon à tirer. Mais c'est un peu difficile, parce qu'en même temps, si vous voulez progresser en science, vous ne pouvez pas être tout seul. Donc, on ne peut pas dire chaque chercheur étudie un modèle dans son coin. Ça ne fonctionnera pas. Et on n'est pas assez nombreux pour pouvoir travailler à 500 sur chaque modèle. Donc, il faut faire des choix, il faut trouver une sorte d'équilibre instable, un chemin critique entre une certaine diversité intellectuelle, mais en même temps, un certain seuil critique de masse de travail et d'intelligence pour que chaque chemin
soit étudiée avec suffisamment de précision et d'acharnement. Voilà. Je vous invite par exemple à vous intéresser aux travaux de Bruno Latour, qui sont un peu le soufre, qui agacent beaucoup de gens, mais tant mieux, les gens qui agacent sont des agitateurs de pensée. Je vous invite à n'être pas d'accord avec lui, très bien, lisez-le ne serait-ce que pour vous battre. Moi je crois qu'il est intéressant parce qu'il a déployé un regard anthropologique sur la science. Ah, il ne faut pas en rester là. S'il n'y avait que ça, ça serait dommage. Mais le moins qu'on puisse dire est qu'il n'y a pas que ça, il est presque le seul. Qu'est-ce qu'il est allé faire, Bruno Latour? Il est allé dans les labos, et puis au lieu de regarder, de demander aux gens qu'est-ce que ça veut dire vos équations, qu'est-ce que ça veut dire vos résultats, il a regardé comment ils travaillaient. Il s'est dit tiens, c'est marrant, celui-là, il prend toujours 3 cafés avant de travailler. Tiens, lui finalement il passe son temps à draguer, mais il n'est pas vraiment en train de faire de la physique. Tiens, c'est drôle, l'ordre des auteurs il a changé. Tiens, c'est drôle, le thésard on ne le met jamais en premier auteur. Tiens, c'est bizarre, les femmes, on a l'impression qu'elles passent quand même plus de temps à faire des tâches secondaires que les hommes. Bref, il a eu un regard critique d'anthropologue sur la pratique scientifique. Et il a mis en évidence des choses intéressantes. Ça ne signifie pas que la science est une pure construction sociale, tout le monde le sait. Et Latour, le premier, il me l'a dit plusieurs fois. Mais, il y a du social dans l'élaboration scientifique. Et ne pas le voir, c'est ça l'obscurantisme. C'est pas du tout Latour. C'est au contraire ceux qui nient cette dimension proprement humaine de la caractérisation scientifique. Alors c'est un provocateur, Latour. Il dit par exemple qu'il est incorrect, à moins que ce soit son amie Isabelle Stengers, je ne sais plus, mais ils sont très proches, philosophe belge, qu'on ne peut pas dire que tel pharaon est mort à cause de telle bactérie, parce que telle bactérie n'existait pas encore, au sens où elle a été découverte, par exemple, par un scientifique du début du XXe siècle. Alors évidemment, certains scientifiques montent sur leur grand cheval en disant « Mais non, monsieur, les bactéries étaient déjà là, elles ont été découvertes au XXe siècle, mais elles préexistaient. » Oui, merci, on avait compris, tout le monde sait ça. Ce que veut dire Latour, c'est pas que l'objet bactérie a été inventé quand le scientifique médecin l'a vu. Il sait très bien qu'elle était déjà là la veille, il n'est pas bête. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut faire attention aux catégories de la pensée. C'est que comme on n'accède pas au réel en soi, décrire un monde avec les catégories d'un autre monde peut s'avérer en réalité insensé. Donc, il y a une espèce de rappel à l'ordre, à la prudence, voilà, à la prudence que je trouve intéressant. Mais là encore, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant mieux. Lisez, venez en parler, opposons-nous dans le respect mutuel et ça sera parfait. Je vous écoute. Oui. Bien fort, s'il te plaît. Est-ce qu'il existe des forces anti-gravitation, des forces qui pourraient être capables d'élargir le trou de verre pour permettre au corps de passer à travers? Alors, la question est, existe-t-il des forces d'anti-gravitation? Alors, la réponse en un mot est non. Mais évidemment, elle est un peu simple comme réponse. Alors, nous n'avons jamais épuisé le stock de toutes les expériences possibles. Donc, nous ne pouvons jamais savoir ce que nous trouverons demain. Quand une découverte sera faite, par définition, elle n'aura pas été anticipée, sinon elle aurait déjà été faite avant. D'accord? Donc, quoi que tu envisages, y compris un homme de 28 mètres de haut, on ne peut pas être sûr qu'on ne le découvrira pas demain. D'accord? Donc, bien sûr, il faut rester là aussi, comme je viens de le dire, prudent. Tout est possible. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, du point de vue expérimental et observationnel, absolument rien ne laisse entendre l'existence de gravité répulsive. De plus, au niveau théorique, dans le cadre de la relativité générale, alors, première réponse, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la matière usuelle doit être attractive. Ce qui est vrai, et peut-être que c'est à cela que tu pensais, c'est que certaines formes de contenu de l'univers peuvent en effet, via une interaction gravitationnelle, donner quand même naissance à un phénomène de type accélération. Par exemple, les fluctuations quantiques du vide, d'accord, qui sont des objets, qui sont des choses qui existent, qu'on mesure, qu'on observe, qui ne sont pas des élucubrations théoriques, ont ce qu'on appelle une équation d'état, c'est-à-dire un rapport pression-densité, qui est telle que quand on les injecte dans les équations de la relativité générale, elles vont en effet donner naissance à une gravité répulsive.
Donc en fait, peut-être tu as l'impression que je te fais la réponse opposée au départ. Donc je vais spécifier ma réponse. La matière usuelle, c'est-à-dire que ce livre, d'accord, et ce pull s'attirent, que ce soit chez Einstein ou chez Newton, et je vois aucune raison qu'il en soit autrement. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie est, pour certaines formes de matière, enfin, je ne sais pas si on peut encore appeler ça de la matière, mais disons d'énergie, qui ont une équation d'état, c'est-à-dire un rapport entre la pression et la densité très particulier et très inhabituel, alors oui, l'effet gravitationnel peut être en quelque sorte répulsif. D'autres questions? Oui. C'est pas du tout pour titiller ou quoi, c'est juste pour savoir pourquoi au début vous prenez comme exemple la Bible et pas autre chose. C'est juste pour savoir, hein, c'est pas du tout, Mais c'est une très bonne question, il faut être absolument ouvert avec ça. Donc sa question portait sur pourquoi est-ce que je prends comme exemple la Bible. Uniquement parce que nous sommes ici. Alors, pas du tout parce que la Bible a une prééminence sur un quelconque autre texte sacré, parce que je parle en France, et donc je fais allusion au livre où statistiquement, nous avons le plus de chances, dont nous avons statistiquement le plus de chances d'être proches. Il est évident que si j'en avais la compétence, et si nous étions quelque part en terre musulmane, je ne prendrais pas cet exemple, et je pense que l'argument général tiendrait, mais il serait infléchi. Ce qui est intéressant, c'est que le début de la Bible, les 5 premiers chapitres qu'on appelle le Pentateuque, dans la tradition hébraïque, on l'appelle la Torah. Et la Torah, ça veut dire la loi. Et c'est exactement ça mon propos. C'est que c'est un texte qui est fondamentalement associé à la loi. J'en suis beaucoup moins expert, mais je suis certain que le Coran est lui aussi un texte prescriptif. Toutes les religions monothéistes se veulent prescriptives, avec plus ou moins de latitude, de façon parfois très différente, mais avec toujours l'idée qu'il y a dans l'adéquation à la parole divine quelque chose qui est fondamentalement associé à l'attitude souhaitée. Mais en effet, on aurait dû prendre aussi d'autres exemples que la Bible. Oui. Est-ce qu'on pourrait envisager des particules encore plus petites que celles qui... Oui, très bonne question. Est-ce qu'on pourrait envisager des particules encore plus petites que celles-là? Donc en un mot, oui, on pourrait l'envisager. Ça soulève plusieurs questions. Donc la première remarque, je suis parfaitement d'accord avec toi. Une fois de plus, je vais le dire 10 fois par cours, mais restons prudents et restons modestes. Il me paraît extrêmement peu probable que nous ayons tout découvert. Voilà. Donc ça serait très présomptueux, et de toute façon c'est toujours pareil, chaque civilisation a cru ou a espéré toucher le socle ultime, et c'est toujours planté. Donc il n'y a pas de raison qu'on échappe à cette règle-là. Mais il y a une autre sous-question. Est-ce que la matière est sécable à l'infini? Ça, c'est une autre question qui est intéressante. C'est-à-dire que, est-ce que quoi qu'on voit, on pourra toujours trouver plus petit? Alors ça, il n'y a aucun théorème, hein, évidemment. De toute façon, en physique, rien ne se démontre par théorème. Mais c'est quand même intéressant de constater qu'on est complètement incapable de penser de façon cohérente si c'est le cas. Ça ne prouve pas que ce n'est pas le cas. Mais ce que je dis, c'est que aussi bien du point de vue mathématique que du point de vue philosophique, en fait, c'est presque impossible d'envisager qu'il n'y a pas de briques élémentaires. Donc, ce que je dis, c'est qu'il est très probable, je ne peux pas dire plus, je fais comme Platon, hein, ce n'est que vraisemblable, je ne peux pas être au-delà de ça. Mais à ce niveau-là, je crois qu'il est vraisemblable qu'il existe des particules élémentaires. Sont-ce celles-ci? J'en sais rien. La théorie des cordes, par exemple, dont tu as certainement entendu parler, je suppose qu'il existe des objets beaucoup plus fondamentaux que ça, qu'on appelle les cordes, qui sont typiquement à l'échelle de Planck, c'est-à-dire 1000 milliards de fois plus petites que ça. Bon. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune indication de sous-structure. C'est-à-dire que parfois, tu sais, on voit se signer l'existence d'une sous-structure de manière indirecte, dans certaines anomalies au sein des calculs de section efficace, c'est-à-dire de probabilité d'interaction entre les objets. Aujourd'hui, on ne voit aucune anomalie. Donc, s'il y a une sous-structure, on en est loin, parce que absolument rien ne la laisse apparaître. Une des questions les plus pénibles avec ça, c'est pourquoi 3 familles, par exemple. C'est-à-dire qu'on comprend assez bien à partir des groupes de symétrie. Le groupe de symétrie qui décrit tout ça, on l'appelle SU3, croix SU2, croix U1, donc c'est le produit de 3 groupes de matrices. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on a 3 générations. On pourrait en avoir 5, on pourrait en avoir 18, on pourrait en avoir une seule, ça on ne sait vraiment pas du tout.
Bien sûr, on le cherche, et si on arrivait à casser une de ces particules, ça serait une découverte très, très excitante. Le LHC a depuis quelques semaines repris son fonctionnement à une énergie supérieure. Donc comme tu sais, hein, augmenter l'énergie, ça revient à augmenter la résolution du microscope. La taille caractéristique qu'on peut observer est inversement proportionnelle à l'énergie. Donc si l'énergie est 3 fois plus grande, on peut voir 3 fois plus petit. Donc c'est exactement ce qu'on fait. On augmente l'énergie et on essaye de voir de plus en plus petit, mais jusqu'à maintenant sans succès, du point de vue de la découverte de nouvelles particules. D'autres remarques? Oui. Je voulais savoir si vous pensez que l'être humain peut encore avoir la motivation de vivre s'il a accès à la connaissance absolue. Ah, c'est beau ça. C'est le genre de question à laquelle je ne peux pas répondre, évidemment, mais donc la question porte, si j'ai bien compris, j'ai bien entendu, à savoir si l'être humain aurait encore la motivation de vivre s'il accédait à la connaissance absolue. Autrement dit, presque, s'il était Dieu. Ah, terrible. J'aimerais pas être Dieu, mais ça tombe bien, j'en suis loin. Bon, sérieusement, évidemment, je ne suis pas autorisé pour répondre à cette question. Je crois que chacun peut se faire un avis, et je n'ai aucune légitimité pour vous dire oui ou non. Je peux vous dire un peu mon sentiment. Ma première réponse, c'est que quand bien même nous perdrions toute velléité à penser et au-delà à exister, l'existence, ça veut dire la sortie de, d'accord, étymologiquement. Et si en effet on accède à ce métamonde, ce monde de connaissance absolue, il n'y a plus d'extériorité, donc plus d'existence. Mais, disais-je, quand bien même on perdrait ce désir d'exister, je ne suis pas très inquiet, parce que nous en sommes fabuleusement loin. Finalement, l'étendue de ce qu'on ne sait pas est, me semble-t-il, assourdissant. Ce n'est pas ton cas, hein, mais certains ont tendance à reproduire toutes les erreurs du passé. C'est pour ça que je passe un peu de temps avec les mythes. Parce que quand même, Platon, c'est l'un des esprits les plus géniaux de l'histoire. C'est notre contemporain, 25 siècles, c'est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit ras-le-bol avec le mythe. Donc exactement comme nous, en gros. Enfin, moi, je dis pas ras-le-bol, j'adore ça. Mais exactement comme le geste scientifique nous y enjoint, n'est-ce pas? Et pourtant, il a tout faux. En termes physiques, ce qu'il dit des particules élémentaires, ce qu'il dit du cosmos, n'a plus rien de commun avec ce que nous avons compris aujourd'hui. Donc, quand bien même ce savoir absolu et totalisant existerait, cette sorte de bibliothèque de Babel, pour le dire comme Borges, où tous les livres possiblement à écrire seraient écrits, je nous en sens comme arbitrairement loin. Voilà. Donc je pense que cette inquiétude n'a pas lieu d'être. Si tel était le cas, je ne suis même pas sûr que la pensée s'achèverait, parce que, comme je le suggérais tout à l'heure, je crois que se poserait alors la méta-question, qui serait « pourquoi ce savoir-là » C'est-à-dire que si tu savais, par exemple, que voilà le bon groupe de symétrie, on en identifie un, j'en sais rien, SU10 supersymétrique, voilà, c'est ça le bon groupe de la physique des particules. On se poserait encore la question du pourquoi. C'est-à-dire que quand bien même on l'aurait identifié, on se dirait, mais dans l'infinité des possibles mathématiques, pourquoi celui-là? Il faudrait donc une nouvelle théorie. Et je crois que quand bien même on aura la réponse, on pourrait se poser encore une méta-question qui serait, et pourquoi faut-il en rester aux possibles mathématiques? Donc cet achèvement de la pensée, d'abord, me semble inaccessible pour un être fini que nous sommes, et ensuite, voilà, je suis plutôt parfois déprimé par l'intensité de nos inconnaissances que de nos connaissances. Oui? Ah, attends, pardon, je la laisse rebondir et après je te donne la parole, d'accord? C'est juste que le savoir était trop important pour un être humain que s'il devait avoir à se connaître, il fallait qu'il... C'est une trop grande énergie pour un être humain de tout connaître. Oui, certainement, c'est comme je répète, hein, pour que tout le monde entende, une trop grande énergie demandée à un être humain que de tout connaître, mais je crois que notre effort n'est pas nécessairement celui-là. C'est-à-dire qu'il me semble que dans le geste scientifique qui nous intéresse ici, mais aussi ça pourrait être philosophique finalement, il y a quelque chose de la connaissance, mais ça peut être une connaissance locale. C'est pas forcément une connaissance globale. Tu sais, les encyclopédies sont aussi, et c'est peut-être ce que tu veux dire, toujours des violences. Ce que dirait par exemple Lucrèce, ce que dirait Épicure, ce que dirait Montaigne. Et donc, il faut peut-être jouer le jardin contre le portique, pour le dire comme les Grecs. C'est-à-dire les atomistes, ou les épicuriens, disons, les épicuriens plutôt contre les stoïciens. Et en effet,
il me semble possible de réhabiliter un savoir, parce qu'il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, c'est un savoir, mais un savoir local, et non pas forcément un savoir encyclopédique, global, absolu, qui me semble aussi inaccessible en fait qu'en droit. En droit, parce que je crois, mais ça vous pouvez le contester, hein, c'est mon analyse que vous êtes tout à fait autorisé et même enjoint à ne pas partager, parce que je crois que ça n'a pas même de sens. Je crois que le réel n'existe pas en tant que tel. Je crois que le réel est une réponse à nos manières de l'interroger, mais qu'il existe une infinité de manières de l'interroger, et que par conséquent, il n'y a pas de savoir total, absolu possible sur le réel, parce qu'il y aura toujours une nouvelle manière de le faire fonctionner, et que face à cette nouvelle manière, il y aura à réécrire une nouvelle grammaire du réel. Ça n'engage que moi, et là je m'aventure sur des terres instables. Vous disiez, même si on avait la réponse à une question très difficile, on pourrait toujours se poser des questions. En gros, on n'aurait jamais moyen d'avoir une vérité totale, en fait. C'est ce que je pense, oui, que nous n'avons pas... Je crois qu'il n'est pas possible de connaître absolument tout. Par exemple, dans mon domaine, la cosmologie, je vous montre que nous sommes encore au balbutiement, n'est-ce pas? Il y a 20 ans, on ne savait essentiellement rien. Donc en 2 décennies, nous avons fait des progrès conceptuels extraordinaires. Et pourtant, la question que la plupart des non-scientifiques vont poser, dès qu'on explique le modèle du Big Bang, c'est comment expliquez-vous la création de l'univers? Et ça, les scientifiques savent très bien que ce n'est pas simplement qu'ils ne l'ont pas encore compris, c'est que c'est hors de leur champ de pensée. Alors là aussi, il faut être prudent, parce que l'histoire nous a montré que ce qu'on croyait inaccessible, parfois, est en fait devenu accessible. Donc je ne vais pas vous dire, nous ne le saurons jamais. J'en sais rien, vous non plus. Mais ce que je dis, c'est qu'avec les outils aussi bien expérimentaux que conceptuels dont nous disposons aujourd'hui, ce n'est pas une question scientifique. Comme l'essentiel, finalement, des questions fondamentales que nous nous posons. Peut-être que nous redéfinirons la science dans le futur et que ces questions qui nous semblent inaccessibles deviendront accessibles. C'est tout à fait possible. Mais il me semble que l'idée même d'un savoir total est tellement infiniment loin de ce que nous touchons aujourd'hui qu'il y a quelque chose d'impensable, non pas dans ce savoir lui-même, mais dans l'idée même de ce savoir. On en rediscutera. Oui ? Quelle est la différence entre un scientifique et un non-scientifique ? Ah, donc là évidemment tu poses la question centrale. C'est quoi la différence entre un scientifique et un non-scientifique? Donc là, je vais m'autoriser à ne pas y répondre directement parce que je voudrais que cette question, dès qu'on aura fini la partie un peu historique qu'on fait en ce moment et qu'on va en venir à la partie plus scientifique, je vais garder ça comme un leitmotiv, d'accord? Tenter de définir la science. Donc je ne voudrais pas tout dire là maintenant mal en 5 minutes, mais quand même je vais répondre un peu. D'abord, je voudrais la poser dans les bons termes, la question. C'est-à-dire que souvent, on me dit, ou on dit à mes collègues, enfin, ou à vous d'ailleurs, vous qui êtes scientifique, ça m'énerve un peu. Ça veut dire quoi être un scientifique? Moi, je ne suis pas un scientifique. Je suis un homme, enfin, un être humain, enfin oui, un homme, mais plus généralement un être humain, qui a un intérêt et peut-être une petite compétence scientifique. Mais je ne suis pas un scientifique, parce que quand vous dites vous êtes scientifique, c'est comme si ton être, ton ontologie, était scientifique, mais pas du tout. Comme tout le monde, comme vous tous, j'écoute de la musique, j'écoute beaucoup de musique. Je veux dire, moi, je suis complètement, je vis dans l'univers de Bach, avec les variations Goldberg, avec Glenn Gould, avec les versions de Entaille, mais je vis aussi avec la chanson. En ce moment, je suis en train de découvrir 16. Vous aimez bien 16? Damien 16, non? Je trouve ça ridicule. Moi, j'adore Damien 16, voilà. Donc écoutez aussi, donc séchez également après-demain, et puis écoutez Les Meurtrières, Fils d'Artaud, Tango. Moi, je trouve ça génial, je trouve que c'est un vrai poète de la chanson contemporaine, un peu comme Brassens en son temps. Bon, voilà. Mais, et voilà, et le Soulage du musée de Grenoble, et les peintures noires de Goya, et l'amour, et le désir, et la soif. Et ben, bon, c'est pas scientifique tout ça. Donc nous sommes des êtres pensants, des êtres sentants, ressentants, comme les animaux d'ailleurs, ce qui est normal puisque nous sommes des animaux. Et parmi toutes ces sensations et toutes ces constructions, certaines sont de nature scientifique et nous intéressent plus ou moins, suivant nos sensibilités et nos histoires. Certes, la question se pose maintenant, qu'est-ce qui caractérise ces approches cognitives, scientifiques des autres approches? Ça, c'est une question pertinente. Alors, je ne veux pas mal y répondre. Ce que je crois, c'est que c'est très difficile de caractériser la science. Et pourtant,
Bien sûr, il y a des différences. Bien sûr, un peintre ne fait pas la même chose qu'un physicien théoricien. Donc, il est indéniable qu'il y a une spécificité de la démarche scientifique, mais il est indéniable aussi qu'elle est complexe. C'est-à-dire que toutes les définitions à l'emporte-pièce sont mauvaises. J'ai pas envie de le faire maintenant, donc je le ferai plus tard. Mais je passerai en revue toutes les mauvaises définitions de la science qu'on trouve dans les livres. La science, c'est la rationalité, la science, c'est la vérité, la science, c'est les mathématiques, la science, c'est l'expérience, etc. Et je vous montrerai que ça ne marche pas. Ce qui ne veut pas dire que la science est indiscernable du reste. Comme toutes les belles démarches, c'est une nébuleuse, et je vais quand même vous dire mon avis, parce que sinon c'est frustrant. Je crois que c'est une tension entre, d'une part, une liberté créative qui est immense parce qu'on peut toujours décrire le même réel d'une infinité de manières différentes. Donc je crois que le scientifique est un créateur, un peu comme un artiste. Mais, en contrepoint de cette liberté, il y a une altérité, une factualité du réel qui s'impose à nous. C'est un peu ce qu'on disait sur le LHC. On construit un télescope et ce qu'on voit n'était pas ce qu'on croyait voir. Donc c'est en quelque sorte une création sous contrainte. Dernière question. Monsieur, en fait, c'est quoi l'intrication des photons? Ce phénomène qui fait que l'action... Mais j'adore tes questions. Elles n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai dit avant. Mais c'est très bien, c'est spontané. Donc la question, je me sens pas du tout inutile. Donc la question, c'est quoi l'intrication des photons? C'est une question un peu technique, ça. Bon, donc on va finir par de la science dure, après Hésiode. Il y a une théorie fondamentale en physique, sur laquelle je reviendrai un peu, qui se nomme mécanique quantique. La mécanique quantique décrit remarquablement bien tout ça. Le monde des particules élémentaires, et pas seulement en fait, mais en partie, le monde des particules élémentaires est très bien décrit par cette branche de la physique. Et dans le cadre de la mécanique quantique, on peut créer des systèmes particuliers, extrêmement intéressants, qu'on appelle les systèmes intriqués. Ils ont cette caractéristique que quand tu crées deux photons qui sont dans un état intriqué, si tu mesures l'état d'un photon, ça va immédiatement changer l'état de l'autre photon. Alors ça a créé des maux de tête pour des générations de physiciens. Parce que ça semblait violer la relativité. On se dit, mais si je mesure quelque chose et que instantanément ça a un effet sur autre chose, ça veut dire que l'information se propage plus vite que la lumière, ce que nous interdit la relativité. En fait, ce n'est pas le cas, parce qu'on ne peut pas propager d'informations à dessein par un phénomène de polarisation des photons. Ou pour le dire autrement, parce qu'en réalité, le système physique, ce n'est pas le photon A d'un côté et le photon B de l'autre côté. Le système physique, dans le cas des objets intriqués, c'est la fonction d'onde globale du système. Donc on ne peut pas dire qu'il y a propagation d'un objet à un autre, parce qu'un objet c'est une fonction d'onde. Et donc là, ce qui fait sens, c'est la fonction d'onde globale de l'état intriqué. On ne peut pas justement factoriser les fonctions d'onde. C'est ça qui fait que c'est un état intriqué. Et c'est ça qui fait que ça n'a pas de sens de raisonner en termes de transmission de quelque chose d'un photon à l'autre. Bon, ma réponse est un peu délicate, mais ce sont des choses pour lesquelles il faut bien connaître la mécanique quantique pour donner des réponses précises. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt.